J'ai reçu un coup de poing au niveau du visage. J'ai vu du sang partout. Il a continué à me frapper dans d'autres parties du corps. C'était juste quelqu'un qui avait besoin de s'exprimer par la violence et qui pouvait lever la main sur moi pour un rien. T'as pas répondu dans les 30 secondes, qu'est-ce que tu faisais? Bam, une patate, et puis on n'en parle plus. À l'âge de 16 ans, j'ai perdu mon papa. Une année plus tard, j'ai rencontré un homme qui était un peu plus âgé que moi, qui avait déjà 24 ans. Il est rapidement rentré dans ma famille, il a rapidement pris un petit peu le contrôle de ma vie, de tout ce qui se passait dedans et tout. J'avais un petit peu des paillettes dans les yeux parce que je pouvais sortir quand je voulais. Ma mère, elle me laissait forcément sortir parce que elle le connaissait et tout. Moi, je kiffais ce côté-là de la relation. Je kiffais un peu moins la relation en elle-même parce que j'avais pas envie de me mettre avec le début. C'est pas quelqu'un qui me plaisait. C'était pas du tout mon style et j'étais peut-être même pas prête à me mettre en couple à ce moment-là. Donc au début, c'était cool. On sortait, on allait manger, il venait me chercher à l'école. J'avais un mec qui avait une voiture, qui avait un travail. Je faisais un peu la maline à l'école. Je pensais que c'était ça, c'était ça la vie. Et à un moment donné, on prend un virage et on n'est plus du tout dans le même délire. Le virage, c'est le fameux premier coup. On est choqué en fait sur le moment où on se dit, il a agi sur le coup des nerfs. Bon, et en fait, c'est allé crescendo à chaque fois, sans qu'on te laisse le temps de comprendre ce qui se passe. Et comme ça va vraiment en douceur, tu commences en même temps à être programmé pour accepter ce genre de comportement et à essayer de trouver un pourquoi du comment il a pu lever la main sur toi. Donc après, on se retrouve très vite avec des moments un peu plus violents. Je vais parler d'un en particulier parce que je pense que pour moi, à ce moment-là, ça avait été la première fois que c'était vraiment grave. J'ai reçu un coup de poing au niveau du visage de cette partie-là. J'ai vu du sang partout. Là, en fait, on se regarde dans la glace et on se dit, je saigne, je sais pas ce que j'ai, je suis dans une voiture. Il faut que soit je m'extire de là, mais en fait, on a peur de la personne, donc je suis restée dans la voiture. Il a continué à me frapper dans d'autres parties du corps. Il m'a ramenée chez lui pour que je me lave le visage. Il est parti me racheter la même tenue et puis il m'a redéposée chez ma mère parce qu'il savait d'office que j'allais rien dire. Les moments où il a pu lever la main sur moi n'ont jamais été liés à une prise de drogue ou d'alcool ou de quoi que ce soit. C'était juste quelqu'un qui avait besoin de s'exprimer par la violence et qui pouvait lever la main sur moi pour un rien. C'était des fois pour des conneries. Tu m'as pas répondu au téléphone quand je t'ai appelé la première fois. T'as pas répondu dans les 30 secondes. Qu'est-ce que tu faisais? Bam, une patate. Et puis on n'en parle plus. Mais par contre, on se retrouve dans un délire où c'est ta faute. Tu m'as poussé à faire ça. Moi, à la base, moi, je suis pas quelqu'un de violent. Si t'avais pas fait ça, il se serait pas passé ça. On se dit ah mais c'est vrai en fait. C'est pas de sa faute. Et on finit par s'excuser malheureusement de ce genre de comportement alors qu'on est les victimes quelque part. Ma famille, au début, elle s'en est pas rendue compte parce que les premières fois, évidemment, que j'ai caché, parce que je voulais tellement pas me séparer de lui. Sauf qu'à un moment donné, quand tu rentres avec une arcade ouverte, tu peux pas mentir à ta mère. Elle m'a tout de suite prise à part, elle m'a dit tu choisis entre lui et moi. Et de toute façon, je lui avais dit je le choisis lui. Donc elle était bloquée dans cette situation où si elle se mettait contre moi, j'allais forcément me barrer. Donc elle perdait un peu sa fille et elle perdait un peu le fil. Soit elle me gardait auprès d'elle, elle veillait un peu sur moi, mais quelque part, elle n'avait pas trop son mot à dire sur ça. Dans cette relation, comme dans toutes les relations avec un pervers narcissique, évidemment, on se sent pas belle parce qu'on a une personne qui nous rabaisse constamment. On pense que si lui va nous quitter, on ne retrouvera jamais l'amour. On n'a plus d'amis parce qu'il nous isole. On s'embrouille avec la famille et si on fait la paix avec ses sœurs, il nous fait culpabiliser. Donc tout est une question de culpabilité dans ce genre de relation. Tout est une question aussi de contrôle, de manipulation mentale, psychique et tout ce qui va avec. Évidemment que j'étais malheureuse, j'avais perdu beaucoup de poids. Ça se voyait en fait que je manquais de lumière dans ma vie. Je reste de mes 17 ans à mes 21 ans. En fait, on s'est fiancés, puis on s'est mariés religieusement en islam. On devait se marier à la mairie et le jour où on a pris rendez-vous pour la mairie, il m'avait de nouveau refrappé. Il m'avait encore remis un coup de poing au même œil que la dernière fois et quelques semaines après, moi j'ai décidé de mettre fin à la relation. Donc Dieu merci, on n'est pas allé jusqu'à habiter ensemble parce que ma mère ne voulait pas que seulement avec le mariage religieux j'aille vivre avec lui et je pense que je serais peut-être même pas là aujourd'hui pour parler si j'avais pris un appartement ou vécu avec lui, ça c'est sûr. Ce déclic, il est venu progressivement. J'avais plus envie qu'il me touche, qu'il me fasse un bisou. J'avais pas envie de contact physique avec lui. Quand je le voyais, je le trouvais moche. La séparation, moi, il a fallu que je trouve une solution parce que
Quelques semaines avant, j'avais déjà dit que je voulais plus parce qu'il m'avait frappée. Donc c'était la première fois que je laissais autant de temps sans lui donner de nouvelles. Il m'a envoyé des amis, il a essayé de m'appeler, je voulais rien savoir. Je sais pas pourquoi, honnêtement, je me suis remise avec lui après. Quand on s'est remis ensemble, il m'a offert une voiture, donc toujours dans ce truc d'acheter la personne. Il m'a dit faut qu'on aille en Algérie, donc on va en Algérie. Ça a été un calvaire un peu, mais j'y suis allée. Et quand je suis rentrée, j'ai dit bon, je sais que si je lui dis c'est terminé, il va falloir que je lui donne une justification à ça. J'en avais pas, à part juste le fait de dire je l'aime plus. Le seul moyen que j'ai trouvé en fait, c'est de lui dire que j'avais une relation avec quelqu'un d'autre en même temps. Donc, du coup que je l'ai trompé très clairement. Ça l'a tellement choquée venant de ma part, une petite fille si sage dans son coin, si tenue en laisse, comment elle a pu faire ça. Et je savais en fait qu'il y avait que ça qu'elle allait faire en sorte qu'il allait me laisser tranquille. Ça a marché pendant un petit moment, puis il est revenu à la charge, mais sans venir me voir directement, en passant par un de mes oncles et tout. Mais ouais, il a essayé de revenir. Franchement, je ne l'ai plus recroisé depuis. Hein. Vraiment, c'est quel bonheur d'ailleurs. Le lendemain de ma séparation, je me suis réveillée le matin sans être triste, sans culpabiliser, sans regret, sans rien. Et j'ai dit je vis. Parce qu'en fait, là, cette journée-là, j'avais pas besoin d'envoyer de message pour demander si j'avais le droit de sortir avec ma mère juste pour aller faire des courses. Et rien que ça, déjà, c'était un soulagement total. Il ne me manquait pas. Je me suis pas posé une seule question sur est-ce que j'ai fait le bon choix. Rien du tout, vraiment. C'est comme si j'étais une autre personne. Et à partir de là, j'ai vécu. J'ai pris une bouffée d'air frais et j'ai vécu ma vie comme j'avais envie de la vivre. Donc, forcément, c'est une libération. Quand on était ensemble, je voulais ouvrir une chaîne YouTube, je voulais faire du make-up. Lui, il me disait tout le temps, vas-y, je vais t'acheter ci, je vais t'acheter ça, je vais t'acheter ci, je vais t'acheter ça, juste pour me garder sur le tech. Il m'a jamais rien acheté pour que je puisse démarrer ma chaîne. Et quand je me suis séparée, ma mère, elle a tout fait pour m'acheter mon ordi, mon appareil photo, du make-up. Et je me suis lancée 2 semaines après. C'est vraiment très rapide. On s'est séparés, je pense, vers novembre. Et en janvier, je commence à être un peu bien sur YouTube. Mars, j'ai déjà atteint les 100 000 abonnés, donc ça va très très vite. Et puis j'avais une petite communauté, mais une communauté avec qui je partageais beaucoup de choses. Pour moi, les réseaux sociaux, ça a été une thérapie. Déjà, la confiance en soi. Quand t'as des gens qui te disent toute la journée « t'es trop belle, j'aime trop ta bouche » ou des petits trucs comme ça t'enlève énormément de complexes que t'as pu avoir avec du coup ton ex qui pouvait te complexer sur plein de choses. Donc on discute avec des gens, on partage plein de choses. Les influenceuses commencent à m'inviter à des masterclass, des marques commencent à m'inviter. Tout ça, ça a fait partie de ma reconstruction parce que d'une, je me suis dit je suis belle. De deux, je me suis dit je suis intelligente et surtout en fait j'intéresse les gens. Donc arrête de penser que t'es inintéressante, que t'as rien dans le crâne. Sois sûre de toi et relève le menton. Le déclic pour me lancer dans la musique, ça a été le confinement parce que ça faisait déjà quelques mois que j'arrêtais de poster sur YouTube. Je trouvais que je pouvais pas me dépasser dans ce que je faisais, donc je m'ennuyais un peu. Je savais que j'avais un talent de chanteuse et depuis longtemps, je me suis lancée rapidement, mais très rapidement. Il y a eu le confinement, on s'est déconfiné, j'ai sorti un single. Je commence à faire des titres qui parlent un peu plus de ma vie. Je parle de mon père, je parle de ma famille, je parle aussi de ce que j'ai subi dans les violences que j'ai pu subir avec mon ex. Je suis pas juste là pour chanter, je suis là pour raconter quelque chose. En tout cas, la finalité, je veux juste que les personnes puissent se retrouver dedans. J'ai un album qui sort le 17 mai, l'album Story, qui va raconter pas mal de choses sur ma vie, qui va raconter des histoires aussi des autres, parce que tout ne me concerne pas forcément. Je vais essayer plusieurs choses. J'ai commencé l'album avant de me marier, d'avoir un enfant et puis je l'ai terminé après. Donc il y a aussi ce décalage entre ma vie d'avant et de maintenant. Et voilà. Jamais, au grand jamais, que ce soit au moment de ma relation avec cet homme-là ou même avant, je me serais imaginé avoir cette vie-là aujourd'hui. Et c'est là où on se dit il faut toujours croire en soi et en ses rêves. Et peu importe les rêves qu'on a, que ce soit de la musique ou que ce soit de fonder une famille ou même d'être mère au foyer, en fait, j'ai envie de dire rien n'est négligeable, mais jamais j'aurais pu croire que j'en serais là aujourd'hui. Et je suis très fière de ce parcours-là. On est et on a un sac à dos qu'on va remplir avec des bonnes choses, des mauvaises choses. Quoi qu'il arrive, on l'a ce sac à dos, donc faut juste avancer avec. Hein. Aujourd'hui, je suis totalement heureuse. Hein. Tout va bien, je suis maman, j'ai mon mari, j'ai mon boulot, j'ai mes amis, j'ai ma famille. J'ai besoin de rien d'autre. Je pense que toutes ces femmes qui passent par là, si j'avais un petit mot à leur dire, c'est de jamais lâcher prise et surtout de s'entourer, d'en parler. Parce que demain, s'il se passe quelque chose et que personne n'était au courant, bah déjà, ça va faire culpabiliser beaucoup de monde et peut-être qu'elle aurait pu être sauvée, la personne. Donc en parler. Même ne serait-ce que voir un psy, en fait. Des fois, on néglige ça, mais juste voir un psy, ça peut aider.